14 mai, 2h37 du matin. La nuit est calme à Ouagadougou. Mais au cœur de l'aéroport militaire, une agitation inhabituelle règne. Des véhicules blindés circulent en silence, des soldats VDP en uniforme resserrent le périmètre. Le ciel est sombre, jusqu'à ce qu'un appareil inconnu se pose sur le tarmac. Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvrent. Une silhouette trapue, impassible, descend lentement les marches de l'avion. C'est Kim Jong-un. Oui, lui, le dirigeant nord-coréen. Pour la première fois, il foule le sol d'Afrique de l'Ouest, et pas n'importe où, au Burkina Faso. Sur place, un homme l'attend. Béret rouge vissé sur le crâne, regard calme mais ferme, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette image, historique, impensable quelques mois plus tôt, circule déjà dans les réseaux de renseignement occidentaux. Et à Paris, à Abidjan, à Washington, les alarmes se déclenchent. Que fait Kim Jong-un en territoire AES ? Et pourquoi Traoré a-t-il accepté cette visite secrète ? Pendant que les chaînes françaises hésitent à couvrir l'événement, la toile panafricaine explose. Certains parlent d'un tournant géopolitique, d'autres d'un coup de génie stratégique. Ce qui est certain, c'est que le monde vient d'assister à un séisme silencieux. Un signal clair, envoyé par un continent qui a trop longtemps été considéré comme un simple terrain de jeu pour puissances extérieures. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé, et l'Occident a frissonné. Tout avait été minutieusement orchestré. Pas d'annonce officielle, pas de journalistes, juste une poignée de responsables triés sur le volet, un couloir aérien fermé et un protocole ultra discret mis en place par les services de sécurité burkinabais. Kim Jong-un, escorté par un détachement spécial nord-coréen, est conduit dans un convoi blindé à travers les rues encore endormies de Ouagadougou. À ses côtés, Ibrahim Traoré. Pas de discours, pas de caméra. Juste deux chefs d'État qui savent que ce qu'ils s'apprêtent à construire pourrait redéfinir la carte des alliances mondiales. Mais dans l'ombre, les regards sont déjà braqués sur eux. Car malgré le silence imposé, une vidéo floue fuite dans la nuit. Un téléphone tremblant filme l'arrivée d'un convoi à grande vitesse, sous escorte militaire. Et surtout, une silhouette reconnaissable. Les traits de Kim, l'allure de Traoré. La vidéo fait le tour des groupes panafricains en moins de 20 minutes. À Paris, le signal est capté par les services de l'Élysée. Emmanuel Macron est réveillé en urgence. Un conseiller frappe à sa porte. « Monsieur le Président, il semblerait que Pyongyang ait atterri à Ouagadougou. » À Abidjan, Alassane Ouattara convoque ses chefs de renseignement. « Comment a-t-on pu laisser passer ça ? Où est-ce que ça mène ?» Les chancelleries occidentales s'affolent. Les ambassadeurs contactent le Burkina, sans réponse. Le silence du gouvernement burkinabé envoie un message plus puissant que n'importe quel communiqué. Ce n'est pas votre affaire. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux africains, la fierté monte. Si la France n'est pas d'accord, c'est que le Burkina avance. Enfin, un président qui invite ses alliés, et pas ses maîtres. Et pendant que les puissants s'agitent, Traoré et Kim avancent. Tranquillement, stratégiquement. À première vue, tout semble opposer Ouagadougou et Pyongyang. Deux continents, deux langues, deux histoires. Et pourtant, entre Ibrahim Traoré et Kim Jong-un, un point commun surgit comme une évidence, le refus de la soumission. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré répète une chose, « Nous voulons des partenaires, pas des patrons. » Et Kim, malgré ses méthodes controversées, n'a jamais laissé une puissance étrangère dicter sa politique intérieure. C'est là que la rencontre prend tout son sens. Loin des flashs, loin de la diplomatie classique, les deux hommes bâtissent un pacte fondé sur un principe simple, la souveraineté absolue. Dans une villa sécurisée de la capitale burkinabé, les échanges commencent. Pas de courbettes, pas d'interprètes inutiles, juste une série de discussions franches. Sécurité, technologie, renseignement, agriculture, cybersurveillance. Tout est sur la table. Kim propose ce que peu de pays offrent à l'Afrique. Des ingénieurs, pas des superviseurs. Des systèmes de défense, pas des conditions du FMI. Une coopération sans humiliation. Traoré, lui, n'est pas venu quémander. Il est venu poser les bases d'un contre-modèle géopolitique dans lequel le Burkina Faso choisit ses partenaires, même si cela dérange. Cette alliance surprend le monde entier.
Certains analystes en rient, mais d'autres, plus lucides, comprennent. Ce n'est pas une alliance d'armes, c'est une alliance de principes, et c'est encore plus dangereux pour l'ordre établi. Pendant ce temps, dans les rues de Ouaga, des murmures circulent. Après Moscou, Pyongyang, et si c'était le début d'un nouvel axe? Ce n'est pas la visite de Kim Jong-un qui inquiète réellement l'Occident, c'est ce qu'elle représente. Car pour la première fois, un pays africain, pauvre en termes de ressources diplomatiques traditionnelles, ose accueillir un paria international sans demander la permission à personne. À Paris, le ton monte. Un diplomate glisse hors micro. Le Burkina n'est plus seulement un allié perdu, il devient un noyau de subversion. À Washington, on parle d'un axe du refus en formation. Burkina Faso, Russie, Corée du Nord, bientôt Iran, Venezuela? Car derrière cette alliance improbable se cache une redéfinition brutale de la carte d'influence mondiale. Imaginez, un Sahel débarrassé des bases françaises, protégé par des systèmes anti-drones nord-coréens, surveillé par des satellites russes, financé par des échanges en yuan ou en roubles. Et le pire, selon les stratèges occidentaux, c'est que cette nouvelle configuration parle au peuple. Elle séduit les jeunesses africaines, fatiguées de la dépendance, révoltées par les doubles standards, prêtes à soutenir toute figure qui ose défier l'ordre établi. Plusieurs rapports secrets l'affirment. Des convois militaires burkinabés seraient désormais équipés de systèmes d'écoute fournis par Pyongyang. D'anciens hangars abandonnés seraient en cours de transformation en centres de formation militaire couverts. Mais ce n'est pas tout. Ce que Paris et Abidjan redoutent le plus, c'est l'effet domino. Et si demain, le Mali, le Niger ou même des pays comme la Guinée s'inspiraient du modèle Traoré-Kim? Et s'ils disaient non à la CEDEAO, non à l'OTAN, non à la Banque mondiale? C'est ça, le danger réel. Pas une guerre, mais une libération contagieuse. Au-delà des images choquantes, des réactions fébriles et des titres de presse enflammés, ce qui s'est joué à Ouagadougou entre Kim Jong-un et Ibrahim Traoré, c'est une stratégie froide, construite, longuement préparée. Car les deux dirigeants ne se sont pas contentés d'une poignée de main diplomatique. Ils ont posé les bases d'un partenariat que beaucoup n'osent même pas imaginer. D'un côté, le Burkina Faso, jeune république insurgée contre l'ordre colonial, engagée dans une lutte acharnée contre le terrorisme, en quête de partenaires fiables, mais surtout libre de toute ingérence. De l'autre, la Corée du Nord, isolée, mais experte en défense asymétrique, redoutable en cybertechnologie, et surtout prête à coopérer avec ceux qui osent sortir du système dominé par l'Occident. Leur rencontre secrète n'est pas une simple provocation. C'est un choc de doctrine stratégique qui accouchera d'une alliance technique et idéologique. Traoré, lucide sur les limites des alliances traditionnelles, cherche des outils pour renforcer ses VDP, protéger ses frontières et garantir une indépendance énergétique et technologique. Il ne veut plus de missions de formation supervisées par ceux qui veulent contrôler. Il veut l'autonomie par la maîtrise. Kim Jong-un, de son côté, voit dans le Burkina Faso un allié rare. Un pays prêt à collaborer sans lui demander de compte sur ses méthodes. Et surtout, une porte d'entrée en Afrique, continent de plus en plus stratégique dans la reconfiguration du pouvoir mondial. Dans le protocole signé discrètement, plusieurs points font trembler les chancelleries occidentales. Formation technique des VDP par des officiers nord-coréens spécialisés en guerre non conventionnelle. Fourniture d'équipements de surveillance électronique et de brouilleurs anti-drones. Lancement d'un programme conjoint de cybersécurité avec une base de données cryptée, inaccessible aux réseaux de renseignement classiques. Et surtout, engagement moral de protection mutuelle en cas d'agression extérieure. Ce dernier point est celui qui inquiète le plus. Un général français, resté anonyme, aurait déclaré dans un rapport « Si Traoré est attaqué, Pyongyang pourrait réagir. Et là, nous entrons dans une zone rouge. » Mais pour le capitaine burkinabé, ce n'est pas une menace, c'est une assurance. Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous ne serons plus jamais seuls. Et dans cette alliance improbable, une chose est certaine. Ce n'est pas l'armement qui fait peur, c'est l'audace de penser autrement. Pendant que le monde commente, critique ou célèbre cette rencontre inédite, un autre théâtre se joue loin des regards. Derrière les murs épais d'un bâtiment administratif discret, situé dans le quartier de Koulouba, à Ouagadougou, se tiennent des négociations d'une rare intensité. Autour de la table, des hauts gradés burkinabés, des techniciens nord-coréens,
quelques traducteurs et surtout 2 hommes calmes mais déterminés, Ibrahim Traoré et Kim Jong-un. Ils ne parlent pas de protocole, ils parlent d'engagement, de défense, d'avenir. Sur un document confidentiel en plusieurs pages, les clauses s'enchaînent. Ce n'est pas un simple protocole d'intention. C'est un pacte, un véritable traité de coopération stratégique. Et chaque ligne porte la volonté de rompre définitivement avec la dépendance. Les articles les plus sensibles sont clairs. Le Burkina Faso devient zone partenaire prioritaire pour la formation en contre-terrorisme tactique. Des instructeurs nord-coréens seront intégrés sous couverture diplomatique dans des centres militaires burkinabés pour former les VDP à la guérilla et à la guerre psychologique. En cas d'agression extérieure directe contre Ouagadougou, la Corée du Nord s'engage moralement à apporter un soutien dissuasif. Ce dernier point est verrouillé par une clause codée. Article 7. Assistance stratégique immédiate. Autrement dit, si Traoré est visé par une opération de déstabilisation militaire, Pyongyang n'attendra pas un communiqué international. Des sources proches du dossier révèlent également un volet technologique peu évoqué publiquement. Création d'une cellule conjointe de cybersurveillance chargée de suivre les interférences numériques étrangères sur les réseaux burkinabés. Envoi d'un premier système de cryptage sécurisé nord-coréen déjà en cours d'installation à la présidence du Faso. Et, selon certaines fuites, l'esquisse d'un programme spatial africain. Oui, un satellite de télécommunication a lancé depuis l'Asie, sous pavillon conjoint Burkina-Corée du Nord. Pendant ce temps, dans les grandes capitales occidentales, on s'agite. Mais à Ouagadougou, on construit. En silence. Un haut cadre militaire burkinabé, qui a participé aux échanges, dira plus tard « Il pensait qu'on allait pleurnicher, quémander, supplier. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le monde a changé, et nous aussi. » Ce pacte historique ne signe pas seulement une alliance. Il inaugure une nouvelle ère pour l'Afrique, celle des accords choisis et non imposés. Tandis que la jeunesse danse sur des sons panafricains célébrant la rencontre historique entre Kim Jong-un et Ibrahim Traoré, un tout autre sentiment domine dans les hautes sphères du pouvoir africain. L'inquiétude, le trouble, la remise en question. Dans les palais présidentiels d'Afrique de l'Ouest restés alignés sur l'Occident, la tension est palpable. À Abuja, à Abidjan, à Dakar, les chefs d'État, souvent vieillissants, regardent les images qui circulent. Un jeune capitaine burkinabé, debout, sûr de lui, accueillant l'un des dirigeants les plus redoutés de la planète, sans trembler, sans demander la permission. Un conseiller ivoirien, en aparté, aurait confié à un diplomate européen « Ce qu'on croyait être de la folie est peut-être une stratégie, et nous avons l'air dépassés. » Les réactions sont mitigées. Certains, pris de panique, veulent isoler Traoré diplomatiquement, l'accuser de mettre en danger la stabilité régionale. D'autres appellent à l'imitation partielle, sans le dire ouvertement. Peut-être qu'il faut revoir notre politique étrangère, au moins en partie. Mais au-delà des présidents et ministres, c'est surtout dans les cercles économiques et technocratiques que le choc est profond. Les élites africaines, souvent formées dans les grandes écoles occidentales, se retrouvent prises à contre-pied. Car le modèle burkinabé, jusque-là perçu comme marginal, gagne en crédibilité populaire. Et avec lui, c'est tout un discours sur la nécessité d'obéir aux règles du FMI, de la Banque mondiale ou de la CEDEAO qui s'effondrent. Des hommes d'affaires africains, traditionnellement prudents, commencent à évoquer la possibilité de nouveaux circuits de financement, inspirés des systèmes alternatifs nord-coréens. On parle de crypto-monnaies souveraines, de transactions en yuan ou en roubles, de réseaux parallèles d'échanges sud-sud. Dans les think tanks africains, de jeunes chercheurs remettent tout à plat. Ils interrogent l'efficacité réelle des modèles occidentaux appliqués à l'Afrique depuis 60 ans. L'un d'eux écrit « Et si le vrai danger pour le continent n'était pas Kim, mais l'idée qu'on ne puisse exister sans l'aval de Paris ou Washington ?» Même dans les institutions régionales comme l'Union africaine, des diplomates plus jeunes poussent pour une révision du logiciel diplomatique. Ils voient dans le geste de Traoré non pas une trahison, mais une insurrection légitime contre la diplomatie du complexe. Et pendant que les anciens cadres tergiversent, le peuple avance. Le fossé se creuse entre deux mondes, celui des salons climatisés où l'on parle en anglais formaté, et celui des rues poussiéreuses où l'on rêve en mouré, en bambara, en wolof,
d'indépendance réelle. Ce que les élites craignaient est en train de se produire. La légitimité change de camp, et l'Afrique officielle risque d'être débordée par l'Afrique consciente. Pendant que les chancelleries tentent de décoder la stratégie Traoré-Kim Jong-un, une autre force s'organise, plus discrète, mais plus puissante encore, la jeunesse africaine. Dans les lycées de Zignaré, les campus de Bamako, les centres culturels de Niamey, un souffle nouveau s'installe. Il ne s'agit pas d'un simple enthousiasme passager, mais d'une réappropriation du récit historique. Pour la première fois depuis longtemps, les jeunes ne se sentent ni spectateurs ni victimes des décisions internationales. Ils se sentent acteurs. Des podcasts panafricains se multiplient. Des espaces de discussion sur Telegram explosent. Des cercles Traoré ou groupes Sankara 2.0 voient le jour dans des quartiers populaires et universitaires. On n'y parle pas que de politique. On y débat d'avenir, de souveraineté numérique, d'agriculture locale, de culture indépendante. Et surtout, du droit de penser autrement. Un jeune développeur burkinabé poste sur X, ancien Twitter. Avant, on rêvait d'aller à Paris. Aujourd'hui, on rêve de protéger Ouaga. Un étudiant nigérien écrit « Ils ont voulu nous former pour les servir. On va se former pour se libérer. » Ce mouvement est pacifique, mais chargé d'une énergie révolutionnaire. Et ce qui impressionne, c'est sa maturité. Les jeunes ne cherchent pas le chaos. Ils cherchent le contrôle, la responsabilité, l'avenir. Beaucoup s'identifient à Traoré, non pas pour sa fonction militaire, mais pour son âge, son courage, sa rupture assumée. À seulement 35 ans, il représente ce que beaucoup pensaient impossible. Un leader africain jeune, stratège, sans complexe face aux puissances. Les artistes suivent le mouvement. Des rappeurs lancent des morceaux puissants. Kim à Ouaga, c'est le signal. Traoré n'a pas crié, il a agi. Des graffitis apparaissent sur les murs des villes. Notre Afrique commence ici. Ni maître, ni parrain, juste nos mains. Dans certains pays, les autorités s'inquiètent. Elles craignent une contagion. Mais il est déjà trop tard. Ce qui est né n'est pas une révolte. C'est une renaissance. Les jeunes ne veulent plus attendre les plans décennaux des bailleurs, ni les discours de bonne gouvernance. Ils veulent un cap clair, des choix forts, des symboles de fierté. Et ils en ont un, le 13 mai, la date où, selon eux, l'Afrique a commencé à tracer sa propre route, sans tourner la tête pour demander si c'était autorisé. Et dans ce nouvel imaginaire collectif, Kim n'est plus seulement un chef d'État asiatique, mais un prétexte, le révélateur d'un continent prêt à s'émanciper par lui-même. Le 14 mai ne fut pas seulement un jour symbolique, il fut une déclaration d'indépendance silencieuse. Non pas une indépendance juridique, celle-ci, les États africains l'ont depuis les années 1960, mais une indépendance mentale, stratégique, géopolitique. En recevant Kim Jong-un sur le sol burkinabé, Ibrahim Traoré n'a pas brisé des accords, ni lancé une provocation gratuite. Il a simplement fait ce qu'aucun chef d'État africain n'avait osé faire depuis des décennies. Choisir ses partenaires selon ses besoins et non selon les désirs des autres. Et ce choix a bouleversé les règles tacites du jeu diplomatique mondial. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été l'arrière-cour des puissances, un continent surveillé, encadré, orienté. Ses dirigeants devaient consulter des ambassades avant toute décision sensible. Ses politiques de sécurité étaient dictées depuis des bases militaires étrangères. Ses priorités étaient alignées sur celles de bailleurs de fonds aux intérêts divergents. Mais cette fois, le scénario a été renversé. La visite de Kim à Ouagadougou a signé une nouvelle grammaire diplomatique africaine. Une grammaire simple, coopérer, oui. Se soumettre, non. Échanger, oui. Être surveillé, jamais plus. D'autres pays observent, et certains, discrètement, commencent à suivre. À Conakry, à Bamako, à Niamey, mais aussi à Bujumbura, à Bangui, à Harare, la parole se libère. Les diplomates africains, longtemps contraints de réciter des scripts écrits ailleurs, commencent à parler leur propre langage. L'Union africaine, sous pression des jeunesses et des mouvements souverainistes, se voit obligée de reconsidérer sa posture. Des propositions émergent. Créer un fonds africain souverain hors des circuits occidentaux. Lancer une plateforme de coopération sud-sud avec des pays comme l'Iran, la Syrie, la Bolivie ou encore la Corée du Nord. Construire une école panafricaine de stratégie inspirée des modèles de résilience asiatique. Pour les puissances traditionnelles, le message est clair.
Vous pouvez continuer à faire pression, mais vous ne dicterez plus la voie. La presse occidentale, elle, tente d'éteindre le feu. On parle de folklore diplomatique, de gestes marginal. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Le Sud global se réorganise, sans demander d'autorisation. Et l'Afrique, longtemps reléguée au rang de spectatrice, devient stratège. Elle ne copie plus, elle crée. Elle ne quémande plus, elle négocie. Elle ne subit plus, elle décide. Le 14 mai à Ouagadougou fut un début. Pas un exploit isolé. Une première pierre. D'une Afrique qui, cette fois, n'écrira plus son histoire à l'encre des autres. Le 13 mai restera une date symbolique. Non pas parce qu'un homme venu de l'Est a foulé le sol africain pour la première fois, mais parce que ce jour-là, un chef d'État africain a osé briser les codes non écrits d'un monde construit sans l'Afrique, contre l'Afrique. Ibrahim Traoré n'a pas accueilli Kim Jong, un par provocation. Il l'a reçu en homme libre, à la tête d'un peuple qui a choisi de marcher debout, quitte à marcher seul. Et cette image, celle d'un capitaine sahélien serrant la main d'un leader asiatique longtemps diabolisé, a fait plus de bruit que toutes les résolutions de l'ONU réunies. Pendant des décennies, on a imposé à l'Afrique qui elle pouvait aimer, qui elle devait craindre, qui elle devait écouter. Ce 13 mai, le Burkina Faso a dit « assez ». Dans les couloirs feutrés de Paris, Washington ou Bruxelles, on parle d'insubordination stratégique. Mais dans les rues de Ouagadougou, on parle d'espoir. Dans les cafés de Bamako, on parle de courage. Dans les universités de Dakar, on parle d'un modèle. Et si pour une fois, on écrivait nos règles nous-mêmes? Bien sûr, cette alliance soulève des questions. Elle dérange, elle choque. Mais elle réveille aussi. Et c'est là tout le pouvoir de cette visite. Elle a réveillé les consciences. Car au fond, ce que cette rencontre nous apprend, ce n'est pas qu'il faut suivre Kim, ni qu'il faut fuir l'Occident. Non. Ce qu'elle dit, c'est qu'un peuple a le droit de choisir, même s'il choisit autrement. Alors que les caméras se sont éteintes, que les véhicules officiels sont repartis, une chose demeure. L'Afrique a compris qu'elle pouvait refuser, résister, négocier et avancer sans plier. Et si cette rencontre marque un tournant historique, c'est parce qu'elle ne concerne pas seulement un homme, ni un pays. Elle concerne un continent entier, qui regarde enfin le monde dans les yeux et murmure calmement mais fermement « Nous n'avons plus peur ».